Donc pour ma part, je m'appelle Jean Rognetta, je dirige la rédaction française du magazine Forbes et j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Claire Capobianco, qui dirige BNP Paribas en France, les réseaux BNP Paribas pour être précis, et William Elong, que je ne présenterai plus puisque vous le connaissez déjà et que de toute manière, William, tu auras de nouveau l'occasion de te représenter. Je vais avoir du mal à présenter BNP Paribas aussi, Marie-Claire, soyons honnêtes. Ce qui fait que je vais laisser que Maparès va nous laisser un peu de temps de parole en plus. J'entendais Leïla tout à l'heure parler de la nécessité des banques qui suivent. Et backstage, comme on dit en bon français, nous nous disions justement que ce que vous avez fait avec BNP Paribas et à BNP Paribas, c'est plutôt de transformer une banque qui suit en une banque qui ouvre la voie de quelque chose qui s'est appelé jusqu'à présent la responsabilité sociale et environnementale et que j'ai de plus en plus envie d'appeler la transformation sociale et environnementale de l'entreprise. Marie-Claire. Oui, effectivement. Écoutez, bonjour à toutes et tous. Effectivement, alors non, banque qui suit, c'est vrai que nous, on s'appelle la banque de monde qui change, donc a priori, ça inscrit depuis longtemps la volonté d'être dans la dynamique du changement. Alors, il est exact que nous avons une action à double niveau. Nous avons l'action en tant que banque et dans ce que nous portons en tant que tel. On sera amené à en parler sans doute. Mais il y a également tout ce que l'on fait en termes d'accompagnement justement de cette nouvelle forme d'entrepreneuriat. Donc le côté entrepreneuriat à impact, dont il est beaucoup question ici, puisqu'ici on parle d'actions collectives qui permettent de faire avancer le monde vers un futur meilleur. Donc nous avons effectivement des actions très fortes à cet égard. Donc double dimension, on peut commencer par celle que vous préférez. La banque en tant que telle et ce qu'elle met en œuvre avec une nouvelle direction de l'engagement d'entreprise qui a formalisé des thématiques spécifiques qui sont celles que nous voulons porter là où nous sommes installés et qui nous paraissent très déterminantes dans l'urgence sociétale environnementale. Exactement. Parce que dans ces 4 thématiques, je crois qu'elles sont 4, vous nous les 4, rappellerez, absolument. Il y a justement l'entrepreneuriat. Exactement. C'est très cohérent en fait. On essaie globalement d'être cohérent. Alors oui, les 4 thématiques en question, finalement, vous voyez, on a évolué parce que on a depuis très longtemps, évidemment, toute une dynamique de RSE telle qu'on la connaît. Et on a éprouvé le besoin finalement de matérialiser davantage et de concentrer et du coup de focaliser davantage ces thématiques en 4 à partir de l'année dernière. Ça fait un an en gros. D'ailleurs, Antoine Cyr, qui est notre directeur de l'engagement d'entreprise, est venu hier, je crois, parler également. Et ces 4 thématiques, c'est quoi ? Nous pensons qu'en tant que grande banque, alors grande entreprise et grande banque, ça crée deux fois un lien, nous avons une mission d'accompagner l'inclusion des jeunes, très important, donc permettre à des jeunes de toutes origines, de tout milieu, de tout parcours, etc., de trouver justement une capacité à s'inscrire harmonieusement dans un monde qui n'est pas toujours facile, bien évidemment. Donc, inclusion des jeunes. Également, transition énergétique. Nous pensons que de toute façon, aujourd'hui, le développement économique, la nouvelle façon de décrire le développement économique, c'est de parler de transition énergétique. Enfin, tout va se passer sur la façon dont on saura accompagner la dynamique économique basée sur une transition énergétique. Deuxième dimension. Une dimension qui est tout ce qui est développement territorial, local, l'ancrage. Et puis la 4e dimension qui fait référence, effectivement, et qui comprend l'entrepreneuriat, c'est accompagner les nouvelles formes entrepreneuriales. Et ça, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que je me sens vraiment très engagé, très investi dans tout ce qui est entrepreneurial. Et dans l'entrepreneuriat émergent, entre guillemets, très fortement, il y a l'entrepreneuriat impact. Oui, parce que finalement, dans ma lointaine et désormais très reculée jeunesse, il y avait les Golden Boys, les entrepreneurs de Bernard Tapie à Donald Trump. Ils ont généralement mal fini. Puis il y a eu le créateur de start-up, le jeune entrepreneur du numérique. Et maintenant, ces entrepreneurs à impact, vous les voyez comme une vague de fond, aussi profonde que l'avidité des années 80 et la décentralisation des start-up. Alors, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, très très clairement, il y a quand même un engagement du monde entrepreneurial au sens large. C'est-à-dire, on voit les grandes entreprises s'engager avec, tel que je viens de le dire, des vrais sujets que nous portons et que nous portons matériellement. C'est-à-dire que nous avons des actions qui matérialisent cet engagement. Quand on dit on va financer les énergies renouvelables, nous le faisons. Enfin, je veux dire, c'est très matériel.
Mais dans le même temps où des grandes entreprises ont conscience, que ce soit juridiquement établi ou pas, peu importe finalement, l'important c'est l'action en tant que telle. Ces grandes entreprises ont conscience qu'elles doivent contribuer, que les États ne peuvent pas le faire seuls, et qu'elles doivent donc contribuer à un futur meilleur. Je crois que c'est tout l'objet d'un forum comme celui-là, hein, c'est de montrer qu'il faut vraiment être en action collective. Mais dans le même temps, je vois, et alors je le vois sur le terrain tous les jours, c'est-à-dire que je rencontre tous les jours des entrepreneurs, et je vois à quel point il y a eu une transformation avec une volonté d'impact. Vous prenez des start-upers, bon, bien sûr. Les start-upers, il y a encore 5-6 ans, c'était des start-upers qui voulaient effectivement réussir, pivoter, revendre, etc. Aujourd'hui, systématiquement, ils ont toujours l'intention de réussir, bien évidemment, c'est heureux, mais ils ont, à raison de 2 sur 3, une volonté d'avoir un impact. Et l'impact, il est social, il est environnemental, c'est de l'économie circulaire, et je crois que William en parlera après d'ailleurs. Dans une minute, mais quand même, comme hier et comme un peu toute cette Day One en 2 jours, le deuxième jour de Day One et le premier jour aussi, on est dans la décision concrète. Et la décision concrète, ça coûte de l'argent. Vous investissez. Est-ce que déjà vous anticipez une moindre rentabilité en finançant des entreprises à impact? Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on renonce à du chiffre d'affaires, quand on arrête de financer l'économie carbonée ou, je ne sais pas moi, les marchands d'armes ou les cigarettes? Là encore, réponse à 2 niveaux. Quand on arrête en tant que banque une activité, on perd du chiffre d'affaires. Clairement, c'est très matériel. Et ça, vous le faites. On fait ce choix, bien sûr, et nous assumons le choix. Et nous cherchons bien évidemment à développer d'autres types d'opérations, de financement, etc. Donc ça, c'est très matériel. Mais il y a également la question que vous posez qui est intéressante, qui est justement, est-ce que l'entrepreneuriat à impact est nécessairement lié à absence ou moindre rentabilité? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que c'est une vision différente de la mission finalement portée, mais c'est pas pour autant que la rentabilité n'y est pas. D'ailleurs, ce qui fait un grand changement entre le monde de l'entreprise sociale et solidaire, qui existe depuis très longtemps en France notamment, qui représente d'ailleurs 12% de l'emploi en France. Donc c'est important aussi, hein, c'est pas du tout anecdotique, c'est très important. Mais cet entrepreneuriat-là, l'ESS comme on l'appelle, vivait sous des modes différents, coopératifs, avec des subventions importantes. D'ailleurs, c'était un modèle économique qui était celui-là. Aujourd'hui, les entrepreneurs à impact, ils sont dans un modèle économique d'entreprise qui doit donc gagner, bien sûr, de l'argent pour pouvoir se développer. Mais simplement, la façon dont ils perçoivent leur action a de toute façon un impact. C'est ça qui est important. Et on verra de plus en plus, j'en suis convaincu, on voit l'impact investing se développer parce qu'on voit très bien que les investisseurs commencent à se dire oui, mais finalement, une entreprise qui ne répondrait pas du tout à ses objectifs de contribution sociale, environnementale et autres, finalement, à terme, elle ne va pas tellement se développer. Donc je crois que ça devient important aujourd'hui. Alors on va voir très concrètement, William, quel est l'impact de Boulot, si tu peux nous le rappeler pour ceux qui n'étaient pas là hier, et quel est l'impact de l'impact, si j'ose dire, sur tes perspectives de rentabilité? Bien sûr. Alors, merci déjà de me passer la parole. Bonjour à tous. Je m'appelle William Mélange, je suis promoteur de Algodrone Holding et j'ai créé une plateforme qui s'appelle Boulot, qui va être officiellement lancée en premier trimestre 2019, mais qui est déjà opérationnelle. C'est une communauté de plus de 10 000 jeunes développeurs, codeurs, créatifs, innovateurs, designers, qui aujourd'hui adressent des problématiques concrètes du développement. Ce sont des codeurs qui vont créer des applications pour la santé, des entrepreneurs qui vont proposer des nouvelles plateformes éducatives, par exemple EduAir. Aujourd'hui, c'est une plateforme qui permet par exemple de résumer tout Wikipédia, les vidéos, des millions d'heures de vidéos de cours accessibles désormais sans Internet. Ça veut dire qu'il y a une réalité. Ces entrepreneurs adressent des problématiques sociales. L'impact sur mon entreprise, il a été direct, il a été immédiat. Parce qu'en créant ce pôle de talent, en connectant ce vivier qui vient de 14 pays d'Afrique francophone, soit plus de 30 millions de personnes, en connectant ce vivier de talent à l'écosystème occidental où il y a parfois une carence en développeurs, une carence en compétences techniques de pointe, eh bien on a la courbe de rentabilité de l'entreprise qui croît de manière exponentielle. Parce qu'on se connecte avec des entreprises sur une thématique qui n'a rien à voir avec notre cœur business. Mais à terme, on arrive à trouver des corrélations entre ce qu'on faisait, à savoir de l'outsourcing, du freelancing, de la mise à disposition de compétences à forte plus-value, à d'autres secteurs d'activité. C'est-à-dire, au final, l'activité sociale n'est plus juste un prétexte à collaboration. Elle est l'élément fondamental sans lequel il n'y a pas de collaboration entre parfois une jeune entreprise et le grand groupe.
Donc c'est important de le prendre en compte dans toute la stratégie globale de développement de l'organisation. Et donc, l'impact de l'impact sur la rentabilité? L'impact de l'impact sur la rentabilité, eh bien, ça se mesure en chiffres. C'est de la croissance qui augmente de plus de 30%, c'est le recrutement du personnel qui va de manière crescendo. C'est le développement sur 3 nouveaux pays. Là, on vient de créer la filiale aux États-Unis, la création d'une holding en Allemagne. Si les actions sociales n'avaient pas été mises au cœur de la stratégie, eh bien, ça n'aurait jamais été possible. Madame la banquière, comment est-ce qu'on finance quelque chose comme cela? Puis, enfin... mais justement, d'abord, je voulais féliciter William parce que c'est tout à fait remarquable ce que vous expliquez. Et ça, c'est totalement ce que je décrivais, ce que je pense. Véritablement, parce que vous avez mis l'impact au cœur de votre action, dès lors, votre activité se développe et votre rentabilité s'améliore. Donc, de toute façon, et je crois que c'est vraiment ça le sujet, il y a eu peut-être une époque où la partie d'engagement était communication, ça n'a pas de sens et ça ne peut pas durer. Quand l'impact est au cœur de l'action, quand ça devient la façon d'agir, alors ça a un vrai sens et alors c'est tout à fait corrélé avec la dynamique d'activité. Et donc on est ravis d'accompagner, de financer, mais pas seulement, parce que l'accompagnement, c'est pas simplement financer, c'est accompagner. On s'est parlé juste avant, et je parlais d'une autre entrepreneur que je connais qui fait le même. Mais je vous ai vu faire connaissance, voilà. Et je peux témoigner que l'intérêt réciproque était réel. William, tu as peut-être une question? Oui, justement. Je trouve ce que BNP fait extrêmement brillant, parce que c'est rare. On voit rarement une banque mettre ce type de valeurs au cœur de la démarche. Et je trouve ça foncièrement admirable. Et du coup, je me pose la question, est-ce que c'est une tendance globale qu'on va observer dans l'avenir, ou est-ce que c'est une initiative ponctuelle qui vous est propre? Comment est-ce que vous arrivez à créer un mouvement d'ensemble? Allez-vous faire école auprès des autres banques, Marie-Claire? Mais en plus, aujourd'hui, franchement, on est là pour ça. Si on est là, c'est qu'on y croit, c'est qu'on croit à la force collective. Sinon, on ne vient pas. Bon. Donc, les braves, etc., tout ce qui a été décrit par Denis Jacquet. Donc, je pense que on a été certainement, à certains égards, pas à tous, parce qu'on a tous nos initiatives précurseurs. Mais l'important, c'est qu'aujourd'hui, c'est une vraie forme de coalition positive moderne. C'est-à-dire que des banques ensemble, des entreprises, des entrepreneurs, etc., se mettent, des États aussi, bien sûr, se mettent ensemble pour faire avancer. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et moi, je crois beaucoup. Donc, je vois le verre à moitié plein. Et je pense qu'effectivement, ces initiatives s'élargissent, se diffusent et donc permettent d'être ensemble plus forts. Bon, alors, ceux d'entre vous qui étaient là hier se souviennent peut-être de mon gimmick pour Day One et de cette baguette que j'ai empruntée à une jeune sorcière qui a le malheur de grandir dans une famille de moldus. Cette baguette... Elle a donc la caractéristique de toutes les baguettes magiques, qui est celle d'exploser quand une personne mal intentionnée s'en sert. Et je vais vous proposer, tour à tour, d'exposer quel problème vous voulez résoudre d'un coup de baguette magique et de lancer ensuite un sort pour essayer de le résoudre. Marie-Claire Capobianco. Ça, c'est un exercice. Alors, je suis très rassurée, elle n'explosera pas parce que forcément, je suis sincère. Alors, cela étant dit, moi, mon vœu serait que la connaissance soit mieux partagée, soit bien partagée. Parce que quand on connaît un sujet, alors les sujets dont on parle, quand on connaît un sujet, alors on le comprend mieux. Et quand on comprend, finalement, on est proche de la résolution. Donc voilà. Et pour ça, il faut que, à la fois ceux qui connaissent expliquent avec empathie et pédagogie, et il faut que ceux qui ne connaissent pas aient envie de découvrir, de partager ou pas d'ailleurs. Et quel effet ce partage de la connaissance aurait-il pour ceux qui nous occupent, c'est-à-dire des solutions concrètes aux problèmes sociaux et environnementaux que le développement du numérique notamment pose? Je pense que si on est concentré sur les solutions, enfin sur l'action et les solutions concrètes, sans être perturbé par un peu un bruit, parfois un bruitage sur la ligne d'incompréhension qui rend les choses forcément plus compliquées, qui crée des tensions. Donc c'est jamais bon. Je pense qu'à ce moment-là, on avance mieux également. Donc ce qu'on peut peut-être faire, c'est lancer un sort à l'assistance, voir si ça marche, parce que je doute que d'un coup de baguette magique, vous résolviez le problème des gilets jaunes au G20, des Champs-Élysées à l'Argentine, mais peut-être qu'en enchantant ces dames et ces messieurs, avec votre consentement, on va réussir à faire partager la connaissance. Marie-Claire Capobianco. Donc voilà,
aller à Jacques Taès Oh, et donc que la voilà. connaissance soit partagée. En latin en plus, formidable. Merci beaucoup Marie-Claire. Je passe la baguette. Alors William, pas en latin, en bassa ou en douala. Mais tout d'abord, quel but poursuis-tu et quel problème peut-on résoudre d'un coup de baguette magique? Eh bien, le but que je poursuis, il peut sembler un peu naïf, mais c'est l'éducation pour tous. Et au final, la technologie dans ma démarche n'est qu'un gros prétexte pour captiver l'attention du plus grand nombre. Parce qu'un jeune garçon, un jeune enfant, croyez-moi, il est plus intéressé quand il voit un robot ou un drone qu'un grand cours de physique. Ça le captive beaucoup plus. Donc, c'est l'éducation pour tous. Parce que si on est éduqué, eh bien, on est armé pour construire son propre avenir. On est armé pour construire notre propre destinée. Et je pense que c'est ça le sort que j'aimerais. Alors, ça c'est un sujet, parce que là encore, on a ce qu'en bon français contemporain, en français postmoderne, on appelle un pushback. Ouais. Boko Haram, c'est un pushback contre l'école et l'éducation, exactement comme on a tellement de pushback contre l'entrepreneuriat social et la responsabilité environnementale. Ouais. Alors, eh bien, Boko Haram, dans Harry Potter, c'est abracadabra, pour dire mort. Donc, du coup, on va faire abracadabra, Boko Haram. Ben voilà. On les chasse. On fait comme ça? On fait comme ça. Merci beaucoup, William Milon. Merci. Merci. Alors, il nous reste 3 minutes, qui est suffisant pour que je vous demande non seulement d'enchanter l'assistance et de jeter des sorts, jeune sorcier que vous êtes devenu, mais... Vraiment apprenti, hein. Apprenti, on a encore de la marge. Mais en plus, si possible, de prévoir l'avenir. Ouais. C'est-à-dire que tout ce mouvement, est-ce que cette convergence, est-ce qu'il y a d'abord, Marie-Claire, est-ce que vous voyez une convergence de la démarche responsable RSE des grands groupes et de ces entreprises à impact? Est-ce qu'on verra la même action qui voit les start-up poissons pilotes des grands groupes dans la transformation numérique, en fait? Moi, j'en suis convaincu. Enfin, je crois véritablement que le mouvement est enclenché, qu'il y a eu cette prise de conscience sous le fait de l'urgence à tout niveau, encore une fois environnementale et autres, qui se matérialise. Donc cette urgence, aujourd'hui, apparaît à toutes et tous. Et par conséquent, il y a un mouvement qui est engagé. Ce mouvement, c'est un mouvement de fond. Et c'est un mouvement de fond qui touche l'ensemble des acteurs entrepreneuriaux. William, même question, mais du côté des créateurs d'entreprises. Est-ce que tu vois une convergence de la démarche des grands groupes et des entrepreneurs à impact? Oui, totalement. Parce que le problème des entrepreneurs à impact, c'est souvent, on est tellement motivés par l'impact qu'on oublie la structure qu'il faut derrière. Donc, je pense que les grands groupes apporteraient beaucoup de structuration, beaucoup plus une certaine dynamique globale à ce qui a déjà été entamé. Tout en maintenant, l'enjeu sera de préserver la volonté initiale de l'entrepreneur et de ne pas la brider avec des process et tout ce qui va avec. Alors toi, c'est presque... c'est une entreprise d'une vingtaine de personnes, si oui, aujourd'hui, c'est une vingtaine de personnes. C'est presque un groupe. Comment est-ce que tu as géré l'implantation internationale? Tu es dans 6 pays, 7 pays? Oui, 6 déjà. Donc, déjà, quel pays et comment est-ce que tu as géré ça juridiquement? J'ai une idée derrière la tête qui va vous embêter, Marie-Claire, j'espère. Non, on est présent sur le Cameroun, on est présent en Côte d'Ivoire, on est présent en Allemagne. Mais c'est quoi? C'est des structures juridiques indépendantes? On a commencé par créer des structures juridiques indépendantes au départ, parce qu'on voulait comprendre quel était le modèle le plus intéressant. Et au final, on a fini par créer une holding en Allemagne, justement. C'est-à-dire qu'il y a, en fonction des cas de figure, on sort la casquette qui va bien. Parce qu'on s'est rendu compte que face à certains interlocuteurs, c'était la casquette africaine, et face à d'autres, c'est la casquette d'entreprise européenne. Et est-ce que cette holding a un objet social particulier? Est-ce que ton objectif, c'est de créer une bicorp à l'américaine? Tu es encore un peu petit pour avoir ce label-là. Mais non, avec mes actionnaires, on a l'ambition, on le dit souvent, we are building $1 billion company. That's the goal. On est en train de construire une entreprise qui a vocation à impacter plus de 5 continents. Ce n'est pas du tout, pour nous, on est au début. 15 secondes à la nouvelle présidente de la commission du MEDEF sur le financement pour commenter la loi Pacte, les entreprises à mission et le statut juridique des entreprises à impact. Marie-Claire. Moi, je crois que l'important, c'est la réalité dans laquelle l'entreprise s'installe, si vous voulez. Donc,
il y a la loi Pacte qui, bien sûr, accompagne cette... Et a fait polémique. Bien sûr, qui fait en sorte que ça soit inclus dans la façon dont l'entreprise se positionne. Mais je crois que de toute façon, le plus important encore, c'est ce qui est dans l'ADN, dans la culture de l'entreprise. Et donc, c'est ce que l'on met au cœur de notre action. Si au cœur de l'action, il y a la volonté d'impact, quel que soit le format poussé, ça revient au même. Merci à tous. Je vous prie d'applaudir encore une fois nos apprentis sorciers et à très bientôt.